Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à des théories sur le déroulement possible de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Sachez qu'à partir de cette vidéo, j'utiliserai par-ci par-là quelques idées que je suis allé piocher dans les prétendues fuites qu'on peut trouver sur internet concernant la saison 8. Bon, alors absolument rien n'est prouvé quant à la véracité de ces éléments, d'ailleurs je pense qu'ils sont faux, mais bon, c'était quand même pour vous prévenir. Puis bon, vous savez, ce que je vous propose dans ces vidéos, ça relève autant de la fanfiction que de la théorie. Du coup, l'objectif c'est plutôt de s'amuser ensemble ici à imaginer la suite et la fin de cette grande série qu'est Game of Thrones. Parce que bon, il faut pas se voiler la face, prédire de façon très précise le déroulement de chaque épisode, c'est pour ainsi dire impossible. Cet épisode 3 pourrait commencer dans les cryptes de Winterfell. On y retrouve Jon et Arya, et ils y sont descendus notamment pour discuter des révélations que Jon a eues sur ses origines. En effet, il voulait en parler à sa sœur adorée, Arya, et justement celle-ci le rassure et lui dit que de toute façon, pour elle, il sera toujours Jon de son enfance, son frère préféré. Jon et Arya seront sans doute face au statut de Ned et de Lyanna, et Arya serait sur le point d'aborder un autre sujet assez important, mais soudainement un corps retentit. Et cette sonnerie, c'est l'alerte qui est sonnée à Winterfell. En effet, Beric, Tormund, Gendry et toute la garde de nuit arrivent à bride abattue et arrivent in extremis jusqu'aux grilles de Winterfell avec une horde de spectres sur les talons. Des frères de la garde de nuit meurent en assurant l'arrière-garde pour permettre aux premiers arrivés de passer la relative sécurité des portes de Winterfell, et les armées qui étaient déjà stationnées à l'extérieur se mettent en place et vont mettre en déroute ce premier assaut désordonné de l'armée des morts. Mais revenons juste un peu en arrière pour évoquer les défenses de Winterfell. Dès la saison 7, on voyait Sansa qui préparait le nord de son mieux à l'hiver, et avec l'arrivée de Jon et Tyrion notamment, et surtout la nouvelle de la chute du mur, les défenses auront été améliorées autant que possible. Et la population qui entoure Winterfell, notamment celle de la ville de Wintertown, aura certainement été mise à l'abri à l'intérieur des murs. Autour des murailles, à l'extérieur, des engins de siège pourraient être utilisés de façon assez peu conventionnelle, sur une idée de Tyrion au hasard, et ils pourraient donc servir à arroser l'armée des spectres de projectiles enflammés par exemple. Avec des machines de guerre suffisamment précises, les humains pourraient même tenter d'abattre certains des géants de l'armée des morts, voire carrément viser Viserion, mais là ce serait un peu plus difficile. Justement, puisque je vous parle du zombie volant de service, il est grand temps d'évoquer les dragons et leur impact sur cette gigantesque bataille de Winterfell. De mon point de vue, le roi de la nuit pourrait bien décider de faire attaquer Viserion seul par les cieux, ne serait-ce que pour contrer la présence de Drogon et Rhaegal, mais s'il est un petit peu stratège, eh bien le roi de la nuit évitera de faire pleuvoir le feu bleuté de Viserion sur les troupes adverses. En effet, si les corps sont trop détruits, il ne sera plus possible pour lui de les réanimer pour venir renforcer ses propres troupes. Et c'est pourquoi je pense qu'il serait plus intéressant d'un point de vue stratégique toujours pour lui de mener le combat directement au sol, de mener ses armées en personne et d'être capable de relever les morts au fur et à mesure du combat. Et évidemment, avec cette sonnerie du corps, cette alerte, Daenerys va découvrir avec horreur ce que Beric et Tormund étaient venus lui annoncer, à savoir que dorénavant, Viserion est au service du roi de la nuit. J'imagine bien alors Daenerys qui rentrerait dans une colère noire et qui foncerait sur le dos de Drogon pour s'envoler et pour offrir le repos éternel à Viserion, mais une chose serait très claire dans son esprit, au travers des brumes de la colère, il ne faut absolument pas qu'un autre dragon entre au service du roi de la nuit, et du coup, Rhaegal resterait au sol. Et nous aurions droit enfin à notre première danse des dragons, un affrontement de deux dragons dans les airs, avec d'un côté Daenerys sur Drogon, et de l'autre côté Viserion seul. Pendant ce temps, la guerre pour la survie de l'humanité fait aussi rage au sol, où les charges et les flèches des Dothraki font des ravages dans les rangs des spectres, de même que les bataillons très solides et coordonnés des Immaculés. Toutefois, les quelques géants de l'armée des morts sont particulièrement dévastateurs. Grâce à Tyrion, les armes de siège utilisées de manière défensive font mouche, mais rapidement, ceux qui les manipulent doivent se battre pour leur vie et tout se joue au corps à corps. Parmi ceux-là, il y a notamment Tyrion, et heureusement, il peut compter encore une fois sur Podrick pour combattre à ses côtés. Et à partir de ce moment, seuls les archers disposés sur les hauteurs de Winterfell peuvent encore profiter de la distance pour décimer de leurs flèches à tête de ver-dragon les armées du roi de la nuit. Des héros tels que Edd, Tormund, Vergris et Beric se battent à l'extérieur et certains parviennent à vaincre un géant ou même un marcheur blanc. Toutefois, l'armée de spectres est trop grande et déjà certains escaladent l'enceinte du château, comme on a pu les voir le faire durant l'épisode Hard Home. Et pour empêcher les morts d'envahir Winterfell, on aurait Arya, Jon, Brienne, Sandor, Ser Jorah et bien d'autres qui se battraient avec l'énergie du désespoir et qui détruiraient des spectres par centaines. Et dans tout ça, on pourrait imaginer que Arya sauvera la vie
celui de Gendry et que Sandor et Brienne formeraient un duo dévastateur. Et on retrouve même Ser Davos sur les remparts. Après tout, même les adolescents et les femmes sont mobilisés pour tirer à l'arc sur les morts vivants. Et pourtant, tous ces efforts seront encore insuffisants. Pendant ce temps, dans le bosquet sacré, Bran essaye de retrouver les secrets d'un savoir ancien alors que Sam lui sert d'escorte. Mais certains spectres ont réussi à pénétrer l'enceinte de Winterfell et tout d'un coup Sam se retrouve le garde du corps de Bran et il doit repousser ces quelques spectres à grand moulinet de Heartsbane, l'épée d'acier valyrien de la famille Tarly, et ça sent le roussi. Les efforts de Sam semblent désespérés, mais soudain Fantôme, le loup de Jon, surgit de nulle part et sauve les deux compères. Mais bon, on connaît les scénaristes, ce sera sans doute au prix de sa vie. Adieu Fantôme, tu nous avais manqué, mais finalement on aurait préféré que tu restes bien planqué en sécurité jusqu'à la fin de la série. À l'intérieur du château, on retrouvera aussi des personnages non combattants, avec par exemple Sansa, Varys, Missandei, Gilly, mais ils ne restent pas les bras croisés, ils aident à l'organisation de la population civile non combattante, et aussi tout simplement à l'organisation des soins. Mais retournons maintenant au cœur de la bataille, car la pression des morts devient irrésistible, et des héros commencent à tomber. À l'extérieur, au front, on retrouve des personnages tels que Vergris, bien évidemment, qui mène les Immaculés, Tormund, Beric, ou encore Ed, et Ed de la garde de nuit serait sans doute l'un des premiers à tomber. Au cœur du tumulte de la fureur des combats, Vergris parvient à abattre à lui seul un marcheur blanc grâce à la pointe de Verdragon de sa lance, et à ses côtés on a Tormund et Beric qui en abattent un autre, mais soudain le chef des Immaculés s'effondre, il a été touché mortellement par la lame du roi de la nuit en personne. Beric Dondarrion voit là une occasion inespérée de vaincre d'un seul coup l'ensemble de l'armée des morts, et il défie le roi de la nuit avec son épée enflammée par la puissance de R'hllor à la main. D'autres héros, et notamment Jon, seront témoins de ce combat à distance, mais ils sont bien trop occupés à défendre les murs de Winterfell pour pouvoir intervenir. Dans ce combat, comme on peut malheureusement s'y attendre, le roi de la nuit prend l'avantage, mais Tormund se jette sur lui et l'occupe suffisamment pour permettre à Beric d'asséner un grand coup de son épée enflammée sur le premier des marcheurs blancs. Mais stupeur, cela n'a aucun effet. Et après cette surprise, après un tel coup dur, le combat ne dure pas beaucoup plus longtemps, et Beric et Tormund finissent par succomber sous les yeux impuissants de leurs amis et sous les coups du roi de la nuit. Jon comprend que s'il ne fait rien, tout est perdu, d'autant plus qu'il voit en levant les yeux vers le ciel que les flammes de Drogon ne semblent pas avoir le moindre effet sur Viserion. Par ailleurs, Viserion est toujours aussi vigoureux qu'au tout début du combat, puisqu'il est animé par la magie nécromantique du roi de la nuit, alors que Drogon, lui, commence à faiblir. Jon se précipite alors vers Rhaegal qui était resté au sol, il le monte et il s'envole avec lui, et le roi de la nuit, voyant cela, tente de les abattre en lançant un de ses terribles javelots magiques, celui qu'il avait utilisé pour tuer Viserion dans la saison 7, mais heureusement Rhaegal et Jon l'évitent. C'est alors que le maître de l'armée des morts rappelle Viserion à lui, car il voit dans l'envolée de Jon sur Rhaegal un défi personnel, le stratagème de Jon a fonctionné, et avec Rhaegal, il s'éloigne des cieux de Winterfell, et le roi de la nuit le poursuit. Heureusement, Daenerys a compris la manœuvre de Jon, et une fois que Viserion s'éloigne, eh bien elle va déchaîner le souffle de Drogon, ses dernières forces, sur l'armée des morts, qui est maintenant composée presque à moitié des Dothraki et des Immaculés qui sont tombés au combat. Et comme on peut facilement l'imaginer, le cœur de Daenerys se brise alors qu'elle est obligée de brûler son propre peuple. Mais Drogon finit par donner de graves signes d'épuisement, et au bout d'un moment, la mère des dragons est obligée de se poser avec lui un peu à l'écart de la bataille. L'action revient alors sur Jon, qui est toujours poursuivi par le roi de la nuit, juché sur Viserion, et le feu de Rhaegal n'a pas plus d'effet sur Viserion que n'en avait celui de Drogon. Quoi qu'il en soit, cette course-poursuite dans les airs les emmène assez loin de Winterfell, vers le sud-est peut-être. Malgré tous les efforts de Jon, Rhaegal, le dragon qui a été nommé selon Rhaegar, le père de Jon, finit par être blessé et par s'écraser au sol, et dans sa volonté d'en finir une bonne fois pour toutes, le roi de la nuit commande à Viserion de lancer sur eux une longue langue bleue enflammée, à laquelle Jon ne réchappe que de justesse en se jetant derrière un abri enneigé. Le corps de Rhaegal est alors détruit. Et sur ce, le roi de la nuit repart vers Winterfell pour asseoir définitivement sa victoire. Mais de façon inespérée dans le bosquet sacré, Bran parvient enfin à réveiller et à canaliser un pouvoir ancien, et il donne aux murailles de Winterfell la protection qui était celle de la caverne de la Corneille aux trois yeux. Et les innombrables spectres qui sont alors accrochés aux murailles de Winterfell sont tous pulvérisés. Les quelques survivants, combattants qui sont encore à l'extérieur, sont vite appelés à rejoindre la sécurité de l'intérieur des murs, et Missandei attend le retour de Vergris à la porte. Et elle aperçoit sa silhouette dans les brumes de cette bataille qu'il faut bien imaginer sous un ciel quasiment nocturne, et Davos sur la muraille lui crie de ne pas approcher, mais elle ne l'écoute pas, elle s'avance. Malheureusement, Vergris n'est plus qu'un spectre,
et il tue sa bien-aimée. Sur les instructions de Sansa et de Bran, tous les survivants vont se réfugier dans les cryptes de Winterfell. Par contre, Bran, lui, a bien l'intention de rester dans le château, et oui, il faut toujours au moins un Stark à Winterfell. Le roi de la nuit revient, et il se pose majestueusement avec Viserion, il approche lentement des portes, et il tente de briser la magie, mais Bran résiste. Et étrangement, le roi de la nuit semble rechigner à utiliser le souffle de Viserion pour détruire les murailles de Winterfell, comme il a pu détruire le mur. Peut-être que c'est encore une petite étincelle de son sang Stark qui s'exprime de cette façon. Le roi de la nuit décide de réunir ses troupes et de laisser cette forteresse symbolique du nord qu'est Winterfell encerclée par quelques milliers de spectres. Et oui, il a encore une mission à accomplir, tout doit être méthodiquement détruit, donc pas la peine de se presser d'aller directement au sud, il peut très bien partir vers l'est ou vers l'ouest. Retour sur le cadavre encore fumant de Rhaegal, et puis on voit donc Jon qui erre seul dans l'étendue glacée, il se rend compte qu'il doit peut-être être à mi-chemin entre Winterfell et Blancport, et il voit une troupe qui s'approche. Ils ont sûrement vu le combat des dragons et la chute du sien. C'est la compagnie dorée, ravie de cette rencontre, les mercenaires célèbrent leur chance, de toute évidence, ils n'ont pas l'intention de ramener Jon à la maison, Jon est maintenant leur prisonnier. Quelque temps plus tard, Daenerys, voyant que Jon ne revient pas, décide de partir à sa recherche, avec Drogon bien sûr, et elle finit par trouver le cadavre de Rhaegal, ce qui lui brise le cœur à nouveau, mais aucune trace de Jon. Elle se pose et elle voit qu'il y a comme des traces de cavaliers. Elle décide, lorsque le repos de Drogon le permettra, de partir à leur recherche. Et pendant ce temps, les survivants qui sont donc maintenant dans les cryptes de Winterfell cherchent à s'organiser, cherchent une solution. Il ne fait aucun sens de rester à l'intérieur alors que le château est encerclé par des milliers de spectres, il faut trouver une sortie. C'est alors qu'Arya révèle l'existence d'un passage secret dont elle a connaissance avec Bran depuis les cryptes et qui permet de rejoindre Wintertown, la ville qui est donc au sud de Winterfell, et donc un premier groupe s'engage dans un long souterrain pour déboucher dans la ville. Alors qu'ils se croient sortis d'affaires, ils finissent par se faire repérer par des spectres et rapidement se retrouvent encore une fois en train de combattre pour leur survie. Tout semble perdu, mais une troupe arrive in extremis, un peu en retard même, puisqu'il s'agit de Jaime accompagné des Lannister et des Tully qui venaient soutenir le Nord. Et pour la suite, il faudra attendre la prochaine vidéo consacrée à l'épisode 4. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup à ceux parmi vous qui peuvent me soutenir sur Tipeee, c'est quand même vachement utile pour pérenniser cette chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!